Augustin, bonjour. Salut Louis. Ravi de te recevoir ici, au sein du cabinet. On est dans mon bureau actuellement. On enregistre ce nouvel épisode de notre podcast Equity Conversation. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici parce qu'on a quelques éléments en commun, notamment avec nos liens outre-Atlantique. J'en dis pas plus maintenant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques instants pour qu'on puisse comprendre d'où tu parles et surtout où est-ce que tu veux aller avec ce que tu nous prépares et ce dont on va évoquer à l'occasion de ce podcast. Ça marche. Écoute, merci de me recevoir. Super beau bureau. En tout cas, belle inspiration pour nos propres bureaux dès qu'on aura nos bureaux. Mais si je me présente rapidement, moi à la base, je suis français. J'ai grandi aux États-Unis parce que j'y suis parti quand je devais avoir 10 ans. J'ai fait de 10 à 32 là-bas. J'ai travaillé, donc je suis allé collège, lycée français à New York. J'ai commencé ma carrière, donc ensuite j'ai fait NYU, l'université de New York. Et j'ai commencé ma carrière en fusion-acquisition chez Lazare. Okay. Et en fait, ce qui m'est arrivé, comment je suis un peu tombé dans ce monde du venture, c'est qu'en fait, 2009, premier bonus, tu sais, en banque, tu fonctionnes en système, sûrement un peu comme les avocats, quand ils travaillent dans des grands groupes. Donc je démarre juillet 2008, d'ailleurs il y a la faillite de Lehman en septembre 2008. Et en fait, été 2009, premier bonus. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent ? Évidemment, moi, j'ai 90% de mes pairs qui sont en train de l'investir dans des actions cotées. C'est un peu le propre du métier quand tu travailles en M&A. Peut-être beaucoup de boîtes qui sont cotées. Et donc, tout le monde veut investir dans des actions pour suivre un peu ces sociétés. Et en fait, j'ai un ami du lycée qui me dit, tiens, je suis en train de monter un Blablacar pour étudiants. Est-ce que tu pourrais m'aider financièrement ? Et je lui dis, OK, je veux bien investir chez toi, mais laisse-moi t'aider sur le deck et les projections financières. Donc je mets un petit ticket dans sa société. Et en fait, je l'aide. Et 6 mois plus tard, il lève un seed de $500 000. À l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, c'est un tout petit seed, voire un pré-seed. Et j'ai trouvé une telle satisfaction de l'accompagner sur ce déploiement early stage qu'en fait, en 2010, en 2011, en 2012, chaque année ensuite, j'ai voulu réinvestir 1 à 2 tickets par an. Et j'ai continué un peu ma carrière comme ça. Je suis passé de banque à fonds de private equity, en l'occurrence Colony Capital, que beaucoup de Français connaissent parce qu'ils détenaient le PSG. Ouais. Mais j'étais toujours à New York. Et en fait, en 2017, je me dis, bon, ça faisait 9 ans que je travaillais un peu dans le milieu de la finance dure. Et ce que j'aimais faire, c'était ces investissements sur le côté. Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier à temps plein. Et en 2017, j'ai rejoint un fonds qui s'appelle New Fund Capital. Ensuite, on pourra s'étendre, mais donc 5 ans chez New Fund. Et il y a 2 ans, j'ai suivi ton chemin d'entrepreneur et j'ai décidé de lancer OVNI Capital. Voilà. Ok, super. Il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, sur ton premier ticket que tu mets chez ton ami, tu veux pas seulement investir et voir un peu ce que ça donne en lançant la pièce, c'est que tu lui dis « je vais t'aider » et je vais t'accompagner pour faire en sorte finalement d'optimiser aussi ton investissement à toi, mais surtout de l'aider dans son accompagnement. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le venture, c'est qu'il y a à la fois un investissement financier, mais beaucoup un investissement humain. Et c'est probablement là-dessus que je pense que tu as envie de continuer d'insister. Probablement c'est ce que vous faisiez chez New Fund, mais c'est ce que vous faites aujourd'hui chez OVNI. C'est le propre d'un bon investisseur en pré-seed. Mais c'est intéressant parce que quand je l'ai aidé, donc cet ami en 2009, moi je pensais, vu que je faisais des decks chez Lazare et des projections financières chez Lazare, c'est tout ce que je faisais en fait, que j'allais pouvoir l'aider sur les decks et projections financières. Bon, ensuite les projections financières en pré-seed, tu n'en as pas tant besoin que ça, mais c'est bien de comprendre comment tu réfléchis. Et les decks de banquiers, je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais c'est quand même, c'est pas le même niveau que les decks de fonds de venture. Il y a un peu plus de pages. Aujourd'hui, évidemment, on a progressé. Et donc, c'est vrai qu'à la fois chez New Fund et à la fois chez OVNI, si tu peux vraiment avoir un impact sur ces boîtes humainement, c'est au tout début d'une aventure. Donc, évidemment, je pense que c'est chaque fois qu'on investit. Mais je reviens juste là-dessus. Aujourd'hui, même pour gagner un dossier, il faut qu'on commence à l'aider ou l'accompagner avant même d'avoir gagné ce dossier. Donc, tu vois, là, on est en train de faire 3 dossiers, nos investissements 4, 5 et 6 chez OVNI. C'est des investissements où on a envoyé une term sheet aux entrepreneurs. On ne savait pas si on allait gagner. Et pour autant, on a commencé à les mettre en contact avec des clients potentiels. On a commencé à les mettre en contact avec des gens pertinents dans ce secteur-là.
Souvent, ces boîtes-là cherchaient à embaucher déjà des CTO, des devs, des product designers, product managers. On a commencé à faire ce travail de mise en relation, avec l'optique évidemment de pouvoir gagner l'investissement et continuer de les accompagner dans la durée. Mais même si on perdait sur ces 3 dossiers, ou sur un de ces dossiers, on s'était dit, bon, au moins on a aidé, il se souviendra de nous, il parlera de nous à son prochain ami qui veut lever un tour. Là, on a eu de la chance, sur les 3, on a gagné. Je t'expliquerai un peu plus tard, là où on n'a pas complètement gagné, mais voilà, ça fait vraiment partie du propre d'un bon fonds de seed. Ça, c'est l'enjeu pour un fonds VC, d'avoir la bonne allocation finalement et de pouvoir se positionner sur les meilleurs dossiers. Bon, on pourra en reparler après. Ce qui m'intéresse aussi, peut-être avant de parler de tout ça, c'est aussi l'aventure que tu as, toi, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur qui monte et qui va chercher de l'argent pour lever un fonds d'investissement. C'est de savoir aujourd'hui, finalement, tu commences à déployer le fonds, mais tu es encore en recherche de LPs. LPs, c'est ceux qui sont les propres investisseurs et les souscripteurs chez vous. Ça ressemble à quoi aujourd'hui une journée d'Augustin Sayer qui à la fois déploie et va chercher également de l'argent auprès de ses souscripteurs? C'est vrai que ça, c'est une question où tu as peu de gens qui comprennent le business model d'un fonds de VC, en fait. Même moi, je pense que quand je suis rentré dans cet univers-là, en rejoignant New Fund, je ne saisissais pas tous les enjeux de fonctionnement du fonds. Comment un fonds gagne sa vie, comment un fonds opère. Alors, rapidement, un fonds, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a des, comme tu as dit, des LP, des limited partners qui nous confient de l'argent, et cet argent, ensuite, on le déploie. Donc, on est un peu l'intermédiaire qui va aller, le cerveau qui va aller déployer cet argent. Alors, c'est très différent d'un investisseur qui investirait directement dans une start-up. Parce qu'en fait, un investisseur qui investit dans une start-up, il met son argent, il investit dans la boîte, il a des actions de cette société-là. Quand un investisseur investit chez nous, en fait, il détient indirectement des parts d'autres sociétés. Donc, c'est un métier qui est extrêmement régulé. Et donc, qui dit extrêmement régulé, il y a un organisme en France, il y en a partout, dans tous les pays européens, même aux États-Unis. En France, c'est l'AMF. En fait, où avant de pouvoir prétendre demander à des gens de nous donner leur argent et qu'on investisse, il faut qu'on aille chercher un agrément AMF. Ça, c'est très compliqué, ça demande de l'argent. Et donc, la première partie de ma journée, enfin, de mes anciennes journées, c'était de m'assurer de remplir toutes les cases pour récupérer un agrément AMF. Et ça peut te prendre entre 6 à 12 mois. Donc ça, c'était vraiment la première partie. On a commencé ça il y a 24 mois, je pense, en début 2022. Mi-2022, on a cet agrément, et donc à partir de mi-2022, ça y est, une journée un peu d'investisseurs. Un vrai roadshow. Ouais, notre roadshow commence. Mais nous, on a fait le choix, au lieu de lever le fonds et d'attendre d'avoir complètement levé de fonds pour le déployer, de faire les deux en même temps. Ouais. Et donc, comment un peu se déroule une de nos journées? Nos investisseurs qui investissent chez nous, donc en France, pour info, le minimum qu'un investisseur peut investir, c'est 100 000 euros. Donc quelqu'un qui met 100 000 euros chez nous, ensuite nous on va essayer de le répartir dépendamment de notre thèse. Comment on gagne notre vie? On lui facture sur ces 100 000 euros 2% par an. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mis 100 000 euros par an, chaque année, on va prendre 2 000 euros de ces 100 000 pour nous vivre. Donc ça paye quoi? Les frais de gestion. Exactement, c'est les frais de gestion. Et donc en fait, c'est intéressant parce que quand quelqu'un me donne 100 euros, on va parler avec des sommes plus simples, et je lui ai dit, notre objectif, c'est de te rendre 300. En fait, pour lui rendre 300, je ne vais pas jouer avec 100. Je vais jouer avec, en général, 85. Parce qu'en fait, sur un fonds, ça dure 10 ans. Et sur les 10 ans, je vais sûrement prélever 15 euros de ces 100 euros. Et donc, en fait, je vais devoir faire 300 euros avec 85 euros. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas des frais additionnels chaque année. C'est bien sûr, oui. Chaque fois qu'il me donne de l'argent, je vais lui prélever ces 2% annuellement. Ensuite, il y a des fonds qui prélèvent 1,5. Des fonds à la Index ou Inside qui sont des fonds qui ont des retours de quasi 3x depuis les premiers vintage d'il y a 15 ans. Ça peut aller jusqu'à 3, 3,5. Au-dessus de 3,5, ça commence à être relativement trop fort. C'est ce qu'on a vu quand il y avait une petite inflation après le Covid, que beaucoup de fonds avaient augmenté justement ces frais de gestion. Parce que les gens avaient besoin de dépenser et avaient envie d'investir dans des fonds. Ouais. Bon, là, on le voit un peu moins. Exact. Là, c'est revenu un peu à la normale. Et après ça, il y a autre chose finalement à la sortie pour vous. Ah, et autre chose, oui. Alors, tu parles de surperformance. Ouais, et Caride. En fait, c'est un vrai point très intéressant parce que
tu as aujourd'hui 2% d'un fonds. Bon, bah, certes, ça paye les salaires, ça paye le loyer, ça paye le software, les avocats, ça paye tous ceux qui nous aident à faire des dossiers, mais ça ne va pas rendre riche un investisseur. L'investisseur, il trouve une certaine satisfaction, évidemment, à aider des sociétés à se développer, mais il y a quand même un objectif financier pour ces investisseurs et pour lui. Et donc là où l'investisseur, donc il y a deux investisseurs, mais moi je vais parler de l'investisseur, moi en fait, le GP, General Partner. En général, les fonds vont prélever 10 à 20% de la surperformance de leur fonds. Donc je reviens sur l'exemple 300. Quelqu'un me donne 100. Je lui ai dit que je lui rendais 300. En fait, avec 85, il faut que je gagne 350. Je n'ai pas le calcul dans ma tête, mais parce qu'en fait, moi, je vais prélever de la surperformance et ensuite, lui, il a le reste. Donc, l'exercice, il est quand même beaucoup plus dur qu'on peut ne le penser. En plus, quand tu es en early stage VC, une boîte, avant qu'elle se développe, ça met quand même 5 à 10 ans, voire 12, voire 15. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui veulent mettre de l'argent et dire « T'inquiète pas, tu me les rends dans 15 ans ». Donc ça, c'est un vrai jeu. Mais si je reviens juste sur ta question initiale, c'est quoi une de mes journées aujourd'hui? Nous, on est 3 dans l'équipe. Il y a Arnaud, qui est GP. Il y a moi, qui est GP. Et on a un directeur d'investissement qui s'appelle Thomas. Okay. Et en fait, avec Arnaud, on s'est vraiment séparé, on s'est un peu divisé les rôles. Arnaud, il est quand même très occupé sur la commercialisation du fonds et l'opérationnel. Et moi, je suis un peu moins sur la commercialisation, mais je dois y être un tiers de mon temps, un tiers sur l'opérationnel et un tiers sur les investissements. Et notre directeur d'investissement, il est 100% investissement. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, ma journée, juste après ce podcast, on va voir un investisseur potentiel. Ensuite, on a une note d'investissement à écrire sur un dossier sur lequel on avance. Et ensuite, on est régulé AMF. Et comme on est régulé AMF, on a des demandes quasi hebdomadaires pour s'assurer qu'on suit bien des processus de déclaration, transparence, ratio, communication. Enfin, il y a plein d'enjeux qui prennent beaucoup de temps, mais aujourd'hui, on se débrouille. Et chez OVNI, vous avez une typologie particulière de souscripteurs que vous visez particulièrement ou c'est qui les souscripteurs aujourd'hui de OVNI Capital? Aujourd'hui, nos souscripteurs, c'est 80 souscripteurs. C'est que des anciens dirigeants d'entreprise ou c'est des anciens entrepreneurs qui ont fait des exits globalement. Donc, c'est des gens et dans plein de différents secteurs. Donc, tu vois, on a dans l'immobilier, dans la santé, dans l'énergie, dans la cyber. Et donc, j'aime bien penser, moi, au fonds de VC comme une start-up. La start-up, à son premier tour, elle va lever avec des business angels. Parce que, à son tout premier tour, quasi précis. Parce que c'est quand même très compliqué. Après son oncle, ses parents, sa sœur, etc. Ouais, exactement. Effectivement, ils vont aller voir. Après le Friends and Family, ils vont aller voir les Fools. Et donc, ils vont aller... Et donc, je pense qu'un fonds de VC, quand il démarre, moi, je suis une start-up aujourd'hui, on est 3. Quand un fonds démarre, si je te dis on est 3, juste si je pense un peu dans les stats, aujourd'hui on gère 20 millions. 20 millions, nous on prend 2% de fees. Ça fait 400 000 euros. Donc les gens ne le réalisent pas, mais en fait, ma start-up, notre chiffre d'affaires, c'est 400 000 et ça va être flat pendant 5 ans. Donc ces 400 000, il faut que ça rentre pour 3 salaires, un loyer, et ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est le coût juste pour être agréé AMF. C'est un coût mini de 100 000 par an. Ouais, bien sûr, ouais. Je n'ai pas fait tout ce calcul-là, mais... Et donc, on est une petite start-up. Et donc, si je reviens sur mon point, on a 80 entrepreneurs. J'ai un peu perdu le fil de mes entrepreneurs, mais... ah oui. Aujourd'hui, en fait, je ne peux pas prétendre à aller voir un corpo ou un gros institutionnel et lui dire confie-moi 5 millions, confie-moi 10 millions. Donc, je me perds un peu dans mon analogie, mais tu vois, un fonds de VC, sur son premier fonds, on attend de lui quoi? De voir qu'il arrive à convaincre 80 à 100 LP d'investir chez lui. Même chose dans une start-up, on attend de lui qu'il aille convaincre plein de business angels pour qu'on investisse chez lui. La série A d'une start-up, c'est là où le gros seed, c'est là où il faut que tu arrives à convaincre des fonds. Et nous, l'enjeu qu'on aura entre le fonds numéro 1 et le fonds numéro 2, ça sera d'aller convaincre des institutionnels et peut-être de réduire un petit peu le nombre d'investisseurs individuels qu'on a.
Je sais pas Si, c'est très clair. Et c'est ça qui est intéressant aussi sur la qualité des personnes qui vous accompagnent. Tu parlais d'entrepreneurs dans différents domaines. Je crois savoir aussi que vous les impliquez aussi beaucoup dans les participations que vous allez prendre et que vous avez déjà pris. Je sais que certains font partie du board de certaines de vos participations. Exactement, ouais. Et que vous, du coup, vous n'êtes qu'en observeur. Et ça change un peu de ce qui se passe, j'allais dire, habituellement et ce qu'on voit au quotidien sur le marché, sur les fameux comités stratégiques, les boards, qui finalement ne sont réunis, j'allais dire, que pour traiter des sujets ultra importants qui viennent à toucher le capital. Vous, du coup, vous avez un vrai conseil avec des personnes qui sont peut-être déjà passées par les étapes de vos participations. Tu sais, il y a beaucoup de gens, beaucoup de managers de fonds qui te disent ouais, la première levée, c'est une tannée, il faut que tu ailles parler à je sais pas combien de dizaines de LP pour monter ton fonds. C'est sûr que c'est compliqué. Ça veut dire que, tu vois, depuis l'année dernière, j'ai dû faire 400 rendez-vous pour convaincre, on va dire, une quarantaine de souscripteurs, soixantaine de souscripteurs. Donc, c'est énormément de boulot. Ensuite, tu as ce désavantage, mais c'est quoi l'avantage d'avoir ces 80 souscripteurs? C'est qu'en fait, on peut les solliciter pour à la fois nous aider à gagner des dossiers et accompagner des dossiers. Donc, je te donne un petit exemple. On a investi dans un dossier qui s'appelle Mimbi. C'est du retail média. Je ne vais pas trop rentrer dans le domaine du retail média parce que c'est un trou à... Il y a une complexité. Mais un autre souscripteur, c'est quelqu'un qui était CEO de Cdiscount pendant plus de 15 ans. C'est quelqu'un qu'on a pu solliciter à la fois pour nous aider à faire la due diligence de l'investissement, de convaincre l'entrepreneur d'investir avec nous, et ensuite, aujourd'hui, qui nous représente au board. Et ça permet à notre modèle d'être scalable, en fait. On est 3, tu sais, je disais tout à l'heure, on est 3, et on vise 25 à 30 participations. Donc, et tu peux pas te permettre aujourd'hui d'avoir d'ores et déjà des operating partners. Il y a beaucoup de détracteurs du modèle du seed qui t'expliquent que le seed, tu peux pas accompagner 30 boîtes. Et en fait, moi, ce que je réponds, c'est si tu peux accompagner des boîtes, si tu arrives à leverager tes operating partners comme nous on le fait, et j'espère que c'est facile, aujourd'hui on a 6 boîtes, mais j'espère qu'on va continuer de le faire pour les 30 boîtes. Et en fait, ces boîtes de seed, c'est quoi? C'est des boîtes qui, dans les 2 ans, doivent lever un tour de gros seed ou série A. Et en vrai, quand tu lèves un tour de gros seed ou série A, tu passes le bébé à quelqu'un d'autre. Et donc, tu investis 30 boîtes sur 5 ans, donc ça veut dire qu'en fait, tu as 10 boîtes où tu es vraiment focus, full. Et donc c'est un modèle scalable. Ouais, évidemment, moi je suis biaisé parce que j'ai un fonds de seed et... Ok. Et du coup, c'est quoi votre thèse? Notre thèse d'investissement. Exactement. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut comprendre aussi, on voit, alors moi je vois certains clients qui ne sont pas encore, j'allais dire, aguerris au roadshow, etc., qui vont te prendre une liste de VC et ils vont t'envoyer des decks un peu partout, sans cibler exactement les fonds à qui ils vont les envoyer ou les personnes au sein de ces fonds. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est même un sujet à part. C'est intéressant de savoir que les fonds ont des thèses. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est votre thèse à vous. Et c'est marrant parce qu'on peut vraiment diviser cette question en deux. Et je pense qu'on termine le podcast, mais je vais essayer d'être succinct. Le premier, nous, notre thèse, ça vient d'une conviction que le modèle du venture capital, c'est un modèle d'investissement où tu investis dans une société à fort risque, donc fort potentiel. Historiquement, tu investis dans des nouvelles technologies qui ont vocation à disrupter leurs industries, complètement les retourner. Et tu ne peux pas. Et donc ce modèle, il est parfait pour la culture américaine qui sait prendre du risque, en fait, qui aime prendre du risque. Souvent, un entrepreneur américain, il sera très fier de te dire moi, j'ai gagné 5, 10, 15 millions, peu importe. En fait, il te le dira de manière ouverte et il aura honte, en fait. Il dira ouais, j'ai gagné. Mais là, ça y est, je me relance et j'ai envie de gagner plus. Et ces cultures, et je dis pas qu'il y a une culture qui est mieux, je dis pas que la culture américaine est meilleure que la culture française, je dis qu'il y a quelque chose dans la culture américaine qui est peut-être un peu obscène sur l'argent. L'argent drive quand même cette culture américaine. Tu connais un peu, t'en as parlé, enfin, ouais. T'as une attache là-bas, donc tu connais un petit peu cette culture. La culture française, on est quand même beaucoup plus caché. Je dirais pas qu'il y a un tabou, mais il y a un quasi-tabou là-dessus. Et c'est vrai que même le français qui gagne 10 millions, qui est une super belle somme, tu vois. Franchement, c'est une belle somme. Il aura honte de le dire et dire ah non, moi j'ai gagné, je peux pas trop en parler. C'est le phénomène inverse.
Et en fait, et souvent, il y a même quelque chose de culturel en France, c'est que tu gagnes 10 millions, tu dis, bon, attends, j'ai quand même bossé dur pour gagner ces 10 millions. C'est vrai que t'es dans le top 0,01% de la population, hein, si tu gagné 10 millions. Et je vais aller acheter de l'immobilier. L'immobilier, ça va me faire une rente. Et c'est bon, tu vois, j'ai mis ma famille au chaud de côté. Et je vais pas forcément me relancer dans un projet aussi risqué que le premier. Et donc ça, c'est culturel. Et ce que je veux dire, c'est que le VC, il est né aux États-Unis pour cette propre raison. C'est qu'en fait, c'est des entrepreneurs qui se disent, moi, je vais tout tenter, quitte à ce que dans 24 mois, il n'y ait plus rien, ou j'arrive à relever et je suis en train de construire une société qui va prendre son marché. Et donc, moi, je pense qu'un problème qu'on a en France, c'est qu'en fait, on essaye d'adapter un peu le modèle du venture à notre culture. Et en fait, ça en fait un modèle qui n'est pas du tout venture compatible. Je confirme parce que du coup on fait nombreuses opérations avec nos clients, on accompagne du coup les entrepreneurs ou certains fonds et il est vrai que parfois quand on a des fonds d'investissement qui viennent avec des clauses de liquidité préférentielles, participating avec un TRI minimum, c'est vrai qu'on se demande dans quel jeu on joue et de savoir si on parle de la même chose et si on parle du venture capital ou si on parle du private equity un peu plus classique sur des boîtes qui sont déjà rentables et sur qui effectivement on attend une rentabilité à coup sûr. Et ce volet de risque, effectivement, tu as tout à fait raison. Il est très présent aux États-Unis et on sent qu'ils sont capables de perdre, mais c'est un peu la logique d'ailleurs, on pourra en parler, 9 participations, Ouais, c'est ça. pas top, ou même 5 sur 10, 0, 3, 4, pas top, et une qui va te faire un x100, x150, voire plus, et qui va rattraper toutes les autres. Et c'est ça qu'ils visent en fait finalement. Ouais, écoute, tu as tout à fait raison, et je pense qu'il faut être extrême. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de fonds en France qui rêvent d'avoir ça, qui rêvent de se dire, bon, j'ai une boîte qui rend 100, 150 fois. Mais je pense qu'elle ne se donne pas forcément les moyens. Et je ne veux pas donner de leçons. Hein. Je pense qu'on est sur des business... Enfin, on a cette conclusion depuis 10-15 ans, il n'y a pas d'exit en France, il n'y a pas d'IPO en France. Et pour autant, on s'obstine à se dire, ouais, il faut faire des boîtes en France, limite des boîtes franco-françaises au début. Il n'y a pas d'exit. Enfin, même les belles boîtes françaises qui sont restées en France, à la Doctolib, Payfit, etc., ça fait des belles boîtes aujourd'hui avec du beau chiffre d'affaires. Mais en fait, je me demande, en tant qu'investisseur en seed, même en série A, quel est leur horizon de liquidité. Et nous, je dis tout ça pour répondre à ta question, quelle est notre thèse ? Nous, notre thèse, c'est on croit vraiment à cette tech disruptive. Donc, on va essayer d'investir dans des sociétés où il y a une vraie tech qui aura vocation à complètement repenser son marché si ça fonctionne. Et là où on essaye d'anticiper ce problème de liquidité, nous, on oblige nos startups à partir à l'étranger, idéalement aux États-Unis, dès les premiers jours. Et en fait, on ne les oblige pas uniquement à partir, en fait, on s'assure que dans l'équipe, il y ait cet ADN international. Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui vont nous écouter ? C'est-à-dire que la culture de l'entreprise tout de suite doit être, anglophone, on doit s'écrire en anglais, on doit parler en anglais, on doit faire notre documentation en anglais. Non mais ça c'est important de le dire parce que je pense que beaucoup ne le savent pas que finalement si on veut s'internationaliser, il faut tout de suite, même entre founders, échanger en anglais et avoir de la première documentation en anglais. C'est la base. Ensuite, moi je mets juste un point enfin, une petite footnote là-dessus. Tous les business ne sont pas VC compatibles. Et ça, c'est une erreur qui est faite aux États-Unis comme en France. Tu as beaucoup de gens qui disent, bon, bah, moi j'ai monté mon business, je veux une valo de 6 millions et je vais aller voir tous les fonds de VC. Et en fait, je pense que d'ailleurs c'est le travail de beaucoup d'avocats et un peu de ce podcast et de tous les vidéos pédagogues qu'il peut y avoir sur Internet. Tu as des business models aujourd'hui qui ne sont pas VC compatibles. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Oui, parce que pour qu'on soit VC compatible, il faut qu'on puisse rentrer dans une boîte et proposer à son VC un multiple qui va lui permettre d'avoir la performance espérée. Voilà. Peut-être la pépite qui va lui permettre d'avoir la grosse performance qu'il souhaite. Ouais. Et donc, tu vois, quand tu viens voir un fonds de seed et tu lui dis bah, « je vaux 5 millions », le fonds de seed, idéalement, il fait que du VC, il se dit toutes ces boîtes, elles peuvent faire un x100. Et donc, ça veut dire que si tu vaux 5 millions, en fait, tu dois pouvoir projeter que d'ici 5 à 10 ans, tu pourras être vendu 700 millions. En fait, je te dis pas 500 millions, parce qu'en fait, pour arriver à 700 millions, il va falloir que tu fasses d'autres tours où tu vas diluer tes investisseurs historiques. Donc, en fait, si tu ne crois pas, toi, que ta boîte peut un jour valoir 700 millions,
c'est mort. Et souvent, moi, je fais une question. Et en fait, c'est marrant. Tu poses la question à l'investisseur, à l'entrepreneur. Tu lui dis, idéalement, tu vends ta boîte combien? Et il y en a beaucoup qui me disent 30 à 50 millions. Et en fait, je me dis, Et encore, ils ont peur de te le dire, ils y vont gentiment. ouais, c'est vrai. Et tu vois, 30 à 50 millions, quand la personne détient 60-70% de la boîte, à 2, à 3, peu importe, évidemment, eux, ils vont devenir extrêmement riches. Mais en fait, et donc, génial pour eux. Et génial, parce qu'ils vont avoir cet argent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais pour un fonds, ça ne fonctionne pas. Et donc, soit tu fais que des investissements comme ça, où tu te dis, au meilleur des cas, ma boîte, mes investissements vaudront 50 millions, mais il faut que je prenne quand même des boîtes qui sont beaucoup moins risquées que des boîtes qui peuvent aller à 700 millions. Ou soit tu fais que des investissements où tu te dis, ma boîte un jour ira à 700 millions. Et donc, si je reviens, nous, notre thèse, donc, on veut que ces gens-là aient la base, ça veut dire qu'ils comprennent que l'anglais, en fait, l'anglais, c'est pas on n'est pas en train de dire, bon, le français, il ne faut pas parler français, c'est mal de parler français. C'est qu'en fait... On va se mettre à dos les associations francophiles, etc. Non, parce que... La francophonie. Parce que moi, je pense qu'au contraire, ça, c'est une vraie conviction, en fait. Si tu te mets en anglais, si tu veux monter une boîte qui vaut 700 millions à 1 milliard, il faut que tu aies les meilleurs dans tout. Et tu vois, statistiquement, le meilleur product designer, il n'est pas forcément à Paris. Je dis statistiquement, on a des super bons product designers. Statistiquement, le meilleur de tout poste, il n'est pas forcément à Paris. Donc si tu veux optimiser tes chances, ta boîte, tu fonctionnes en anglais, et quand tu cherches un product designer, n'importe qui dans le monde peut appliquer à rejoindre ta startup parce qu'il sait qu'il faut juste parler anglais. Donc tu pourras commencer à convaincre des gens en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, peu importe, tu vois, à rejoindre ta startup en France. Et pourquoi moi je pense que c'est bien pour les anglophiles, les francophiles, les francophones, les amoureux de la France, c'est qu'en fait on attire plutôt les meilleurs profils en France. Et donc c'est des gens qui viennent en France et qui viennent payer des impôts en France. Ce côté international de vite pousser les entrepreneurs à partir à l'international, en fait, ça permet quoi? Ça permet d'aller chercher plus d'argent dans d'autres pays. En fait, les États-Unis, c'est là où il y a le plus d'argent globalement, l'Angleterre, etc. Et donc, souvent, les gens me disent, oui, mais tes boîtes françaises, elles partent aux États-Unis. Et je dis, peut-être, mais ça va créer plus de jobs en France. Moi, je préfère une boîte internationale où on aura créé 500 emplois en France, 1000 aux États-Unis, que 100 emplois en France et on a une boîte franco-française. Voilà, c'est ma vraie conviction. Non, je comprends ton point. Donc pour toi, quand tu dis partir à l'international, c'est pas seulement aller adresser le marché à l'international, c'est flipper ta boîte que tu as constituée en France, aller créer ta Delaware. Pas forcément la flipper. Parce que nous, on le fait beaucoup parce que on bosse avec beaucoup de boîtes françaises qui sont incubées à Y Combinator et dans d'autres incubateurs aux États-Unis. Donc on leur fait le flip. Ça a de gros avantages. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la culture US, quand c'est difficile de faire un seed, un pré-seed ici, aux États-Unis avec les mécanismes de safe, en quelques instants, quelques semaines, on peut lever beaucoup d'argent parce qu'ils ont une culture, comme on l'a dit, du risque et du venture, du private equity et de l'investissement personnel beaucoup plus poussé. Mais ça a aussi d'autres désavantages puisque effectivement il y a des gros acteurs qui peuvent être intéressants, type la BPI, qui à un moment vont pas être évidemment très enclins à aider des boîtes qui ont flippé. Ouais, mais je reviens sur ton point. Je pense que la BPI, elle est là pour soutenir l'économie locale et créer des champions, en tout cas en France. Et donc, c'est pas forcément le même type de boîte qui voudront partir aux États-Unis. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas la filiale française 100% opérationnelle qui restera ici. C'est juste globalement une maison mère qui permet d'attirer globalement les investissements US. Ouais, ensuite, moi, je vois de plus en plus des fonds américains qui arrivent à investir dans des boîtes françaises. Ah oui, complètement, oui. Mais en tout cas, si tu veux des employés là-bas, de toute façon, il faut que tu crées ta Delaware. Exactement, oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Américains n'ont plus de pudeur à effectivement investir directement dans une SAS classique en France. Les gros fonds, ouais. Les petits, ils n'y arrivent pas. Les petits, bah non, parce que, en fait, si tu veux, c'est toujours une question de frais également. C'est-à-dire que les gros fonds, ils n'ont aucun problème à prendre un super gros cabinet international pour les accompagner sur leur prise de participation dans une SAS française, alors que les plus petits fonds, et c'est souvent eux dont tu as besoin sur l'amorçage, sur le seed, pour te lancer, ils vont te dire, attends, tu me flippes la boîte, moi j'investis dans une Delaware, j'ai ma documentation NCVA et je sais exactement ce à quoi je vais être tenu, et je ne regarderai pas ton pacte en français, quoi.
Sinon, il faut qu'ils viennent te voir et tu fais un pacte en anglais ici, boîte française. Exactement, ouais. Mais ouais, mais même sur le fonctionnement de nos assemblées générales, etc., ils sont pas à l'aise avec ça. Bon, et donc tu vois, mais sur nos 6 investissements là qu'on a fait chez OVNI, à chaque fois c'est des boîtes. Il y en a 5, c'est des boîtes françaises. Une, c'est une boîte londonienne. Bon, au final, ils devaient être à Paris pour finir, ils sont foutus à Londres. Mais on a tous nos co-investisseurs, quasi tous, sont généralement américains, anglais, autrichiens. On a quelques Français aussi, mais on a un CEO qui est déjà à New York. On a un CTO qui est à Dublin. Ah ouais. On a un autre CEO qui est à Londres. Donc en fait, c'est pas juste de dire faut partir à l'étranger, c'est montrez-nous que vous êtes déjà prêt à y partir. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Je dis pas, c'est notre conviction, hein, à voir dans la durée si ça fonctionne. Parce qu'évidemment, je pense que le risque il va être beaucoup plus fort. On a des boîtes qui très rapidement iront beaucoup plus à zéro. Mhm. Mais on l'assume. Ok. Et du coup, pourquoi le seed en fait avec OVNI Capital? Pourquoi avoir choisi ce stage, le seed, pour pouvoir déployer votre. Écoute, je vais peut-être en fâcher plus d'un, mais moi je pense que c'est le meilleur moyen de monter un fonds. Bah, déjà, si je reviens aux bases, Arnaud et moi, c'est ce qu'on fait depuis 10-15 ans, quoi. Mhm. Donc, c'est un vrai enjeu. On travaille sur nos forces et pas nos faiblesses. Mhm. Donc, notre force, c'est le seed, donc on fait un fonds de seed. Mais je pense que là où on a une vraie opportunité pour des futurs managers de fonds, c'est qu'en fait, le seed, tu n'as pas la compétition des gros fonds américains. Mhm. Et donc, en fait, tu peux aller dénicher tes propres dossiers. Tu vois, il y a un dossier qu'on a fait. En fait, on allait voir l'entrepreneur. Il était encore en poste dans son ancien job. Et on lui a dit, tiens, tu serais pas en train de monter une boîte, on aimerait bien t'aider. Le gars te dit, bah si, je suis en train de monter une boîte. Et on a réussi à investir dans cette boîte-là. En série A, les deals, tous les fonds les voient. Ça veut dire qu'en fait, moi, donc c'est là où je vais peut-être fâcher, hein, mais c'est une de mes convictions. Si tu es un fonds de série A et que tu fais un deal, en général, ça veut dire et que c'est pas Accel ou Index, on va dire c'est les 2 meilleurs fonds en série A en Europe. Mhm. Si c'est pas Accel Index qui le fait, ils l'ont vu, ils ont dit non. Donc en fait, tu es en train de travailler avec un deal flow où les meilleurs fonds au monde ou en Europe ont dit non à ces dossiers. Donc en fait, tu travailles déjà avec un peu de l'anti-sélection. Et c'est pas des mauvais dossiers. Je dis pas que c'est des mauvais dossiers, mais en VC pur, bah, tu travailles pas avec les meilleurs dossiers. C'est peut-être des bons dossiers, tu vois, small cap, private equity, c'est peut-être des bons. Donc en fait, je pense qu'il y a un vrai effort à faire pour les managers qui montent des fonds de série A, de se dire, bon, bah, on va peut-être pas forcément avoir les meilleurs dossiers, mais on va s'efforcer à payer moins cher avec un retour moins fort. Donc la stratégie pour toi, c'est d'arriver avant cela et de dire, je vais essayer d'attirer les meilleurs dossiers, les meilleurs profils, et je vais essayer de rentrer sur les meilleures opérations. Exactement. Et comment tu fais ça du coup? Comment tu sources? Comment on fait ça? Ça. Ouais. Et Parce que ça, c'est un enjeu monstrueux pour vous, parce que évidemment vous avez l'entrant, vous avez ouais, vous avez l'entrant, le c'est deal jamais flow, etc. Mais il y a ce que vous allez chercher. Alors il y a une époque où on utilisait des bots, etc. Comment vous faites vous pratiquement? Et pour finir ta phrase sur, en fait, c'est quoi notre objectif? C'est les meilleurs dossiers, etc. C'est d'être un peu le partenaire privilégié des Accel Index et autres localement. Parce qu'en fait, Accel et Index, ils ont levé tellement d'argent qu'ils se disent, bon attends, je vais pas aller payer pour voir en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Je vais voir les fonds un peu smart localement qui arrivent à me ressortir du deal flow de qualité. Exact. Et ensuite, ça me dérange pas de payer 3 fois le prix qu'eux ont payé. Parce que de toute façon, j'ai plus d'argent et mon business model, il est comme ça. Et donc, comment on fait pour avoir ces belles boîtes? En fait, en effet, historiquement, avant le Covid, il fallait être aux conférences, il fallait être un peu sur tous les plateaux, mais je dirais à tous les événements. Après le Covid, tu ne pouvais plus te dépasser, donc il y a eu tous ces robots qui sont venus scanner les profils LinkedIn ou sur des papers, etc. Aujourd'hui, notre travail, c'est un vrai travail réputationnel. Je pense que c'est de référentiel. Ça veut dire qu'en fait, les meilleurs dossiers, c'est quoi? C'est un de nos investisseurs qui nous l'a repoussé. Tu vois? Ou c'est un de nos investissements, un entrepreneur qui nous a dit tu devrais travailler avec OVNI. Les mecs vont travailler 2 fois plus pour toi que n'importe quel autre fonds. Mm-hmm. Et je pense que là où on arrive à avoir les meilleurs dossiers aussi, c'est simplement dans l'analyse, via notre directeur d'investissement. Et je fais aussi ce travail, c'est tu passes tes journées à parler aux collègues sur LinkedIn, à détecter des profils intéressants qui n'ont pas encore fait le pas et qui vont le faire. Donc tu vois, c'est d'arriver à trouver. Nous, on scanne beaucoup, tu vois, des profils qu'ont fait certaines entreprises, tu vois, la BCG, McKinsey, Goldman, toutes les scale-up, les Penny Lane, etc. Tu vois,
je te donne un exemple avec un Penny Lane, mais on va regarder quelqu'un qui est Head of Product chez Penny Lane ou qui est Head of Development, ou qui est Head Developer chez Penny Lane. Au bout de 3 ans, on se dit souvent, ces personnes-là, ils ont vu un peu le succès d'un Penny Lane, ils ont peut-être envie de le répliquer à leur échelle. Et ça, c'est des super profils, parce qu'en fait, ils ont vu la boîte passer de 100 employés à 400, de je sais pas combien de centaines de milliers de chiffres d'affaires à plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est des gens, s'ils ont la fibre entrepreneuriale et une bonne idée, qui vont te faire une super boîte. Ok, ça c'est sur le papier, parce que tu as vu son parcours, mais justement quand tu vas le rencontrer, quand tu vas rencontrer cette personne, c'est quoi les éléments clés qui vont faire que toi tu vas te dire, il y aura l'étincelle chez toi, tu vas te dire, attends, c'est lui et n'importe quel autre, et c'est sur lui que je vais miser, et c'est sur lui que je vais passer beaucoup de temps justement pour le convaincre qu'il doit prendre mon argent pour pouvoir développer sa boîte. C'est quoi le... Bon, c'est humain en fait, on a un profil de type d'entrepreneur. L'entrepreneur type, il est mentorable, il écoute, je crois qu'on l'a... Il est mentorable, il écoute, mais il prend ses décisions avec toutes les informations, il ne dit pas oui à ce que l'investisseur lui dit en permanence, il travaille dur, je pense que c'est facile à dire, mais en fait en pratique, tu as besoin de quelqu'un qui va sacrifier quand même une grosse partie de sa vie pour cette entreprise. Et ensuite, c'est humain, tu vois si tu arrives à t'entendre avec cette personne. Et je pense que tu as des investisseurs qui s'entendent mieux avec des profils, avec certains profils, plus que d'autres. Ensuite, comment tu le convaincs ? Tu le convaincs, ça dépend. Nous, la manière dont on le convainc, déjà, je pense que les entrepreneurs, aujourd'hui, avec OVNI, ils trouvent ça agréable de parler au partenaire en face d'eux, qui est aussi un entrepreneur dans la même galère qu'eux. Nous, on est dans la galère d'entrepreneur, on est en train de monter notre fonds. Eux, ils sont dans la galère de la start-up, ils sont en train de monter leur start-up. Et ça, je pense qu'ils apprécient parce qu'ils se disent, tiens, je suis en train de parler à la personne qui vit les mêmes moments durs que moi. Ils apprécient parce qu'ils savent que nous, notre carrière, elle se joue quand même sur les 10 à 15 premiers investissements d'OVNI, et qu'en fait, on va travailler 3 fois, tout à l'heure, je disais 2 fois plus, mais 3 fois plus que n'importe quel autre fonds pour que ces mecs-là réussissent. Donc, je pense que ça, ils le voient. Dans les 6 premiers invests qu'on a fait, on a déplacé des montagnes pour mettre en contact ces boîtes-là avec des têtes d'affiche de sociétés en France, aux États-Unis, un peu en Angleterre, et pour aider ces gars-là, alors qu'on n'avait même pas encore investi. Et tu vois, sur nos 3 dossiers, on a fait un dossier avec... Il y a un dossier avec Andreessen Horowitz. Il y a un dossier avec Point9. Et tu vois, c'est des gars qui, généralement, ils arrivent, ils prennent tout le tour, ils dégagent tout le monde. Ouais. Et là où on se dit, on a bien fait notre métier, c'est que l'entrepreneur a dit, OK, tu dégages tout le monde, mais j'ai pas envie que tu dégages OVNI, parce qu'en fait, ils sont d'une aide qui est complémentaire à la vôtre. Vous, ça va être un côté un peu pédagogue sur comment scaler votre boîte. Eux, ils me font des intros de ouf. Et ça m'a permis de signer un client, signer des clients, trouver un CTO, refaire mon site web. Ouais, donc, et t'assurer aussi par ailleurs qu'eux soient bien accompagnés et que pour les tours Exactement. suivants, ils aient le réseau nécessaire aussi pour relever l'argent qui permettra d'accélérer encore. Ouais, et tu vois, sur ces trois dossiers, sur les 6 derniers dossiers, à chaque fois, on voulait investir entre 800 000 euros et 1 million d'euros. On n'a pas pu investir ce montant-là parce qu'en fait, tu as ce Andreessen ou ce Point9 qui arrive qui dit moi, je veux investir beaucoup plus, donc ça laisse moins de place pour nous. Et en fait, on se dit, c'est dommage parce que c'est des boîtes où on avait des convictions très tôt, on était prêt à mettre beaucoup d'argent. On met un peu moins, mais on est mieux accompagné. Tu vois, moi, je suis super content et fier d'investir avec un Point9, super content et fier d'investir avec un Andreessen. Ouais, malheureusement, mon déploiement en prend un coup, mais on parlait tout à l'heure, je suis encore en levée de fonds. J'appelle pas du tout à levée de fonds là, dans cette émission. Mais en fait, quand tu parles à un investisseur, tu dis, regarde, sur les 3... On est un fonds qui a 12 mois. En vrai, en déploiement, on a moins de 12 mois. On arrive déjà à investir avec ces gars-là, quoi. Et je pense que les gens se disent, ah oui, ils ont un truc de différent. Est-ce que ce sera le bon truc ? L'histoire le dira. Nous, on est convaincus que ça sera, c'est notre biais. Mais en tout cas, ça convainc beaucoup d'investisseurs en se disant, tiens, j'investis dans un jeune fonds, et les mecs ont l'air de faire des trucs pas inintéressants. Ok, et sur les domaines dans lesquels vous voulez investir ou vous avez déjà investi, vous avez des domaines particuliers. Il y a YC qui a sorti récemment son Request for Startup. Il y a des sujets vraiment intéressants. Ça donne des perspectives évidentes pour les entrepreneurs qui sont aujourd'hui en quête d'une idée, d'une inspiration, etc. Tu as des sujets sur lesquels tu penses qu'il faut vraiment se mettre Moi, j'ai une conviction. Et ça vient encore à contre-courant des convictions ici, qu'il faut être généraliste pour être un bon fonds de VC, en fait.
tu peux pas être spécifique pour 2 raisons. Et je vais donner mes 2 raisons, mais je suis sûr que des gens auront des contre-raisons. Hein. La première, historiquement, tu n'as aucune licorne qui a vraiment été seedée. Et je parle en seed, je ne parle pas forcément après, par des fonds spécialistes. Donc, tu vois, et surtout, ça va avec la deuxième raison, le VC, c'est des trends en permanence. Tu vois, c'est des vagues en permanence. Si tu mets tous tes œufs dans une industrie, par exemple, tu mets tous tes œufs dans une certaine industrie et que cette industrie se casse la gueule, ton portefeuille, il va à la poubelle. Ou enfin, en tout cas, tes valos vont à la poubelle. Donc, je pense qu'il y a... C'est comme quand tu vas voir ton banquier. Ton banquier, il ne te dit pas, tu mets tout dans ce fonds. Tu vas mettre un peu là, un peu là, un peu là. Donc, je pense que, généraliste, il y a ces deux parallèles. Et le troisième, et donc ça, c'est une vraie question. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui se posent la question. Enfin, on revient sur Axel Index, qui est une force et une menace pour tous qui nous écoutent. Je suis un bon deal en cyber. Tu vois, donc, j'ai le choix entre Axel Index ou le meilleur fonds de cyber. En vrai, je vais aller voir Axel et Index. Je pense que tu parles des entrepreneurs, ils n'en ont rien à foutre de la spécialité du fonds. Ils veulent aujourd'hui la rapidité d'exécution et la réputation du fonds, et à quel point le fonds va l'aider. Et je pense que Axel et Index, ils ont un unfair advantage. Unfair advantage parce qu'ils ont fait des super dossiers depuis 15 ans, ils voient tout le marché, et quand t'es eux, c'est un vrai accélérateur. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tu as quand même beaucoup de sociétés mondiales qui vont faire un espèce de monitoring du portefeuille de fonds à la Axel et Index. Qui, tous les mois, vont se dire, tiens, Axel et Index, ils ont investi quoi ce mois-ci? Ils vont aller regarder les boîtes dans lesquelles Axel a investi. Ils vont dire, tiens, c'est intéressant cette boîte. C'est une petite boîte, il y a 10 employés, mais juste parce qu'Axel a investi, ils sont sur le radar de Intel, Nvidia, General Motors, Ford. Ils rentrent dans le réseau et c'est un unfair advantage de ouf, en fait. Alors que tu vas dans le meilleur fonds de cyber, enfin bon, oui, tu vas peut-être être sur la map de certains dossiers dans certains corpos en cyber, mais c'est tout. Et en fait, c'est pas forcément que tes clients cyber. Donc voici pourquoi nous, on est généraliste. Et donc, je réponds à ta question. C'est un peu ma manière souvent de répondre. Moi, je préface parce que souvent, on est à contre-courant et donc il faut préfacer. On est généraliste. On est fiers d'être généraliste. Et en fait, ça plaît pas beaucoup à beaucoup d'institutionnels et de corpos qui disent non, mais il faut que vous fassiez un truc. Ensuite, c'est vrai que notre thèse de dire non, on veut des marchés qui vont se retourner d'ici 10 ans fait qu'on arrive à trouver 6 secteurs. On a une conviction que ces marchés vont être disruptés dans les 10 prochaines années. On a cyber, par exemple. Tu vois, la cyber aujourd'hui la cyber en 10 ans ressemble à rien. La cyber aujourd'hui, la santé, la data, la food tech, la fintech, je ne me souviens plus du 6e. La défense. Ouais, la défense, je pense qu'on la met dans la cyber et dans la data. Tu vois. Okay. Ensuite, ces 6 secteurs, ils nous permettent d'être sectoriel et de le rester relativement large. Il y a des secteurs qu'on ne fait pas. On ne fera pas de SaaS, on ne fera pas d'e-commerce, on ne fera pas de marketplace, parce que pour nous, c'est des business qui aujourd'hui ne sont plus VC compatibles. Tu vois, souvent on me dit, il y a quelqu'un qui vient qui me dit, j'ai fait une marketplace, je veux 6 millions d'euros de valo. Et j'ai dit, ouais, mais le problème aujourd'hui, avec un Shopify, un étudiant en Roumanie, pour 30 euros par mois, il a la même chose. Donc pourquoi j'ai payé 6 millions alors qu'il y a quelqu'un qui peut monter ça en 15 minutes? Tu dis depuis tout à l'heure que vous êtes à contre-courant sur le marché. Qu'est-ce qui vous fait en fait vraiment si singulier sur le marché dans votre façon d'exécuter les deals? D'exécuter des dossiers? Ouais. En quoi on est différent? Je suis pas sûr qu'on soit si différent en exécution. Ouais, il y a peut-être un exemple, et peut-être que tu me pousses à ça, mais en vrai, on copie des modèles anglo-saxons. Évidemment, on est 3, donc on est super rapide. Nous, moi, il y a 2 fonds qui m'inspirent beaucoup. Tu as un Benchmark et un Haystack. Je sais pas, Benchmark, je crois que tout le monde connaît. Haystack, les gens connaissent moins, mais le fondateur d'Haystack, il est assez connu sur Twitter. Il s'appelle Semil Shah. Et en fait, c'est des gens qui gèrent. Haystack, je crois qu'ils gèrent 500 millions. Ils sont 3. Et Benchmark, je crois qu'ils gèrent plusieurs milliards. Ils sont 12. Et en fait, ça signifie quoi, des équipes aussi petites avec des fonds aussi gros? C'est qu'en fait, c'est des fonds qui optimisent la performance et pas forcément l'AUM. Enfin, bon, il y a peut-être des arguments. Et moi, c'est ma vraie force. Je me dis. L'AUM, pour ceux qui nous écoutent? Asset Under Management, c'est le nombre de fonds que tu as levé. Moi, je trouve pas une. Évidemment, si on arrive à lever 1 milliard, ça sera un succès formidable. Mais j'ai envie de dire, on est 1 milliard, on est 10, tu vois, un peu comme un modèle de hedge fund. Parce qu'on a réussi un squad vraiment bien... On arrive à réduire les fees. Tu vois, au lieu de prendre 2%, parce qu'on n'en aura pas besoin des 2%, on prendra moins. En fait, on vivra sur la perf. Un Point9, ça m'inspire beaucoup. Je trouve que Point9, historiquement, ils faisaient des fonds de 99 millions tous les 3 ans et ils vivaient sur la perf. En fait, ils ont des perfs de ouf.
Ils ont sûrement les meilleurs perfs de fonds en Europe. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vivent. Et je pense qu'il y a une vraie fierté à se dire, au bout de 10 ans, en fait, on est 10. On n'est pas 65. On n'est pas en train de construire une espèce d'usine pour justifier les frais de gestion qu'on facture. En fait, on a levé 1 milliard, on est 10, on a baissé nos frais et on vit sur la perf. Okay. Et ça, je pense que ça voudra dire qu'on a gagné... notre thèse a gagné. Ensuite, il faudra qu'on fasse évoluer notre thèse, puisqu'aujourd'hui, notre thèse, il n'y a pas tant de deals ultra-tech, vocation internationale en France. Justement, là-dessus, qu'est-ce que tu penses de l'écosystème de la French Tech aujourd'hui ? On parle du nombre de deals, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'il y a un terreau suffisamment fertile pour pouvoir justement avoir une thèse comme la vôtre, vraiment très, j'allais dire, deep tech, et qui permet véritablement... Est-ce que vous avez le terreau fertile pour déployer ? Nous, on vise un fonds de 30 millions. En fait, à 30 millions à déployer sur 4 ans, le terreau, il est plus que fertile. Tu vois, il y a 5 à 7 super dossiers en France chaque année, un peu dans cet univers-là. Avec 30 millions, on peut capturer la moitié. Comment tu fais pour pas les rater ? Alors déjà, tu te poses la question. À chaque fois que tu en as raté un, on s'assoit et on se dit, mais comment ça se fait qu'on les raté ? Aujourd'hui, on a un taux de non-couverture qui est relativement faible. Parce que, en fait, je reviens sur ta question, comment on fait pour pas les rater ? On s'associe avec Mathieu Stéphanie pour être plus visible. On utilise Affinity. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un CRM américain en fait, qui vient lire tes emails, qui vient te recréer un espèce de LinkedIn intelligent. Et là-dessus, on a connecté une partie de nos souscripteurs. Et donc, en fait, grâce à une partie de nos souscripteurs, on arrive à avoir une couverture du deal flow de 90%. Et ensuite, on a un directeur d'investissement qui est passionné par l'investissement et les rencontres avec des entrepreneurs, qui toute la journée est en train de rencontrer des entrepreneurs. Et il a cette passion. Moi aussi, j'ai cette passion. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai aussi des responsabilités sur l'opérationnel et sur la commercialisation. Et donc, pour le moment, on n'a pas raté de dossier. On s'est dit, ça fait chier, on a raté ce dossier. C'est sûr que dans les 4 prochaines années, on va en rater. Mais on fait tout pour éviter d'en rater un. Je pense que la French Tech, elle vit un peu sa 3e mutation. Et la 3e mutation, c'est sa vraie professionnalisation. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de dossiers. En fait, il y a de plus en plus de dossiers où les entrepreneurs comprennent que pour être VC compatible, il faut aller chercher cette tech un peu disruptive. Et avant d'aller perdre son temps à parler aux meilleurs fonds français de VC, s'assurer qu'on est VC compatible. Et si on ne l'est pas, aller parler à d'autres fonds qui savent faire ça. Et ça, je pense que de plus en plus, tu vois, moi, j'ai de moins en moins de fonds qui m'écrivent en me disant, tiens, j'ai monté une marque. Je veux pas caricaturer parce que tout projet entrepreneurial a mérite. On les voit, ouais. Mais tu vois, avant, je recevais beaucoup de dossiers. Je me dis, mais c'est ce que tu disais en intro. Je recevais beaucoup de dossiers où le mec, où l'entrepreneur, je me dis, il comprend pas ce que je fais et il comprend pas le VC. Il veut une valo de dingue sur un business qui sera valorisé un multiple d'EBITDA dans 5 à 10 ans. C'est pas pour nous. Et tu as des fonds qui savent faire ça. Aujourd'hui, je trouve qu'on a de moins en moins ça. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui comprennent en fait à qui s'adresser pour leur levée de fonds. Et moi, si j'ai un conseil à faire là-dessus, évidemment, il y a ce travail à faire. C'est-à-dire, tu prends ta liste de fonds, il y a des listes partout. Franchement, tu Google liste de fonds. Je pense qu'un de tes clients te dit tiens, est-ce que tu m'envoies une liste de fonds ? Je suis sûr que tu en as sous la main. Ouais, il suffit d'aller répondre à un commentaire exactement. en commentaire sur un mec de LinkedIn qui va nous expliquer qu'il a la meilleure liste. Toute la database qu'il a travaillé pendant 6 mois. Ouais. Donc je pense qu'il y a ce travail à faire. Il faut aller voir un peu ces listes de fonds. Et ensuite, il faut... Alors, l'autre travail à faire, qui est très important, c'est une fois que tu as cette liste, l'erreur... Ça, c'était une erreur historique qui est de moins en moins faite, mais je l'entends encore beaucoup. Souvent, les gens se disaient, bon, ça y est, je suis arrivé à mes objectifs de chiffre d'affaires, mes objectifs de churn, machin. Je lance ma série. Tu fais ton deck dans ton coin, tu fais tes projections financières, et là, tu envoies les emails. Boum, 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 dans les emails. Et en fait, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu envoies les emails, et tu vois, le fonds de série A ou le fonds de seed, il ne te connaît pas, il apprend à te connaître. Ça se trouve, ce que tu es en train de construire, ça ne l'intéresse plus. Et donc, en fait, tu te prends des rejets et très rapidement, tu te retrouves, tu as envoyé 30 emails, il n'y a que 5 personnes qui sont intéressées. Et sur les 5, elles vont te prendre tout leur temps pour avancer avec toi parce qu'elles savent qu'en fait, il n'y a que 5 personnes en compétition. Et donc, c'est des dossiers. Moi, je me souviens souvent en France, on disait ouais, un tour, ça met 6 mois. En vrai, ça met 6 semaines. Mais ça met 6 mois, pourquoi ? Parce qu'il y a cette stratégie-là de se dire
Bon, allez hop, je prépare mon truc, je dégaine. Et en fait, un tour, ça se prépare. Et comment ça se prépare? Au moment où ton dernier tour est fini, tu prépares ton dernier tour. Tu vas parler à tous les fonds de la place possibles. Évidemment, pas sur ton temps de travail. Moi, je recommande souvent petit déjeuner, dîner, week-end, pourquoi pas. Je ne recommande pas forcément, il y a des gens qui ont des vies de famille. Donc je pense qu'il faut optimiser son petit déjeuner, dîner, avec ces gens-là. Et en fait, il faut qu'un entrepreneur, avant même d'être série A compatible, il aille parler au fond et il aille lui demander, en fait, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce qui ferait que dans 6 mois, si je reviens te voir, je suis série A compatible? Ouais, et qui perdent pas trop de temps en lui disant écoute, non, c'est pas pour nous. En revanche, par contre, va voir telle personne parce que je pense que telle personne, ça pourrait l'intéresser. Ça peut être un élément. Un de mes beaux investissements, c'est une boîte qui s'appelle Fairmoney. Aujourd'hui, c'est une boîte, ils sont plus de 1000 dans la boîte. Tu vois, j'ai investi, ils étaient 3. Donc c'est un de mes succès dont je suis très fier et j'ai accompagné l'entrepreneur. Que tu avais fait quand tu étais chez Newfund. Okay. Et c'est un dossier que j'ai fait, que je continue d'accompagner, je l'accompagne encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'évidemment il y a 5 ans quand j'ai fait l'investissement. Mais tu vois, c'est quelqu'un, je l'ai appris aussi avec lui, mais avant sa série A, il s'est efforcé à avoir tous ses fonds. Et c'était au début une solution de microcrédit. Et en fait, tu as beaucoup de fonds de série A qui lui ont dit le microcrédit, c'est bien, mais nous, on trouve que c'est un peu du vol pour les gens qui obtiennent des microcrédits. Tu vois, on veut qu'il y ait un côté un peu plus humain. On veut des néobanques. Ça veut dire on veut que quelqu'un puisse s'inscrire et qu'en fait... Ouais, excuse-moi, j'ai pas expliqué. Fairmoney, c'est une solution, c'est une néobanque en Afrique. Okay. Et en fait, qui a gagné comment? Qui a gagné en faisant des crédits instantanés au Nigeria. Et donc, ce premier business de microcrédit, il a explosé. Sauf qu'ensuite, avant la série A, les fonds ont dit, nous, on veut bien investir chez toi, mais il faut qu'il y ait cet élément néobanque. Et donc, en fait, entre la rencontre et la série A, il a construit la néobanque. Il est allé voir les fonds, il leur a dit, regardez, vous m'avez dit une néobanque. J'ai coché les cases et on y va. J'ai la néobanque. Maintenant, n'importe qui s'inscrit, il a sa carte, il a son wallet, il peut économiser, enfin, il peut investir dans des CAT, dans des comptes à terme locaux, et il peut aller solliciter du crédit. Et ça, son tour, il a été sursouscrit en 3 semaines. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'aurait pas fait l'exercice d'aller parler à des fonds en amont de son tour. Je pense que son tour, la boîte serait morte en fait. Parce qu'il aurait fait son solution de microcrédit et ça aurait intéressé personne, il aurait galéré, il se serait retrouvé peut-être à lever avec un fonds impact, qui lui aurait mis des conditions de malade, qui l'aurait écrabouillé au niveau de la dilution. Voilà. Donc le roadshow, il se prépare bien en amont et en fait, on sait déjà qui on va aller voir quand on veut faire son roadshow. Exactement. Et tu as une liste de... Je me souviens, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Oumiami. Les mecs, ils avaient une liste, ils avaient fait ce travail. Ils avaient une liste de 30 fonds avant leur série A. Ils démarrent leur série A. Et je pense qu'en 2 semaines, le mec nous dit, je voulais lever X millions. En fait, ça va être 50% de plus. Et 2 semaines plus tard, en fait, ça va être 50% de plus tellement il y a de la demande. Ouais. Et ça facilite les affaires de l'avocat au moment de la négociation de la documentation. Ouais, exactement. Donc ça s'est passé. Donc exactement, ça se prépare. Ouais, exactement. Du coup, tu parlais de l'Afrique. C'est des sujets sur lesquels vous regardez aussi les nouveaux continents émergents. Il y en a beaucoup qui regardent en Asie, l'Inde, etc. L'Afrique, ça fait partie des sujets que vous regardez ou pas? Non, on regarde pas vraiment. En fait, on regarde pas vraiment, pas parce qu'on est contre, parce que je pense qu'il faut une vraie expertise. Et là, en l'occurrence, c'était une boîte française qui s'est déployée en Afrique. Okay. En fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, regarde, avec des amis centraliens, j'ai développé un algo pour faire du prêt instantané. On va tester ça au Nigeria. Et en vrai, aujourd'hui, on n'est pas contre, on regardera, mais il faut que la boîte ait cet élément français. Mais bon, aujourd'hui, on voit quand même peu de dossiers. On laisse les pros le faire. C'est-à-dire, les pros, c'est quoi? C'est les Partech Africa, les TLCom à Londres, voilà. Nous, on regarde vraiment des dossiers qui ont vocation à être plus sur tout ce qui est pays occidentaux. Et vous êtes en relation avec les écoles, HEC, Polytechnique, pour aussi trouver les bons profils? Ouais, on est en relation, mais limitée. C'est-à-dire qu'on participe à leur jury, on essaye de participer à leurs événements, c'est tout. Okay. En vrai, on arrive à capter, les bons entrepreneurs par les outils qu'on a actuellement, que ce soit Affinity, LinkedIn, Papers. Une des dernières questions, pour toi, pour OVNI Capital, c'est quoi le TRI idéal à la fin du fonds? Un bon fonds de VC, il est entre 20 et 30% de TRI sur 10 ans.
Voilà, donc ça c'est Ok. un bon fond. Ensuite, je Ce pense qui que fait un beau multiple à la fin. ce qui fait un beau multiple. Ensuite, je pense que tu vois, en France, la moyenne sur les 10 dernières années, ça doit être 10%, et aux États-Unis, ça doit être un peu plus. C'est dur, hein, c'est un métier cyclique. Il faut savoir sortir au bon moment. Mhm. Je pense que tu vois, tu avais des fonds qui avaient des TRI de malades en 2020-2021. S'ils ne sont pas sortis à ce moment-là, aujourd'hui, les TRI doivent être négatifs, hein. Ok, et TRI pour ceux Alors qui là, nous c'est une bonne écoutent. question. Moi, je sais qu'en anglais, c'est IRR, Internal Rate of Return. Taux de rendement interne Oh, tiens. en français, mais c'est globalement le pourcentage d'évolution du montant investi chaque année. Exactement. Ok. Du coup, c'était la dernière question. Et si on voulait rentrer en contact avec toi, on peut te contacter comment? Tu es présent sur les réseaux, on peut t'écrire par mail, etc. Je suis ouais, je suis présent sur LinkedIn. Ok. Mais sinon, si on pouvait m'écrire, c'est assez simple. C'est augustin@ovni.capital. Ok, bah c'est noté. Ça sera fait. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange. C'était super intéressant. Merci pour l'accueil, franchement, merci beaucoup. C'est super de pouvoir partager ce genre de feedback. Eh ben, formidable. Et on souhaite le meilleur à OVNI et à ses participations et puis à tous les acteurs qui vont vous permettre de réaliser ce que vous êtes en train de poursuivre. Merci, lui. Merci à toi.